Juriste René. Je me l'écris parce que je... Vas-y, t'es prêt? Ouais. Bah non. Attends, je suis presque prêt. Pourquoi plaidoirie lycéen, voilà, comme ça je pourrais avoir des choses à dire. Très bien. Ok, c'est parti. Attends, j'ai pas mis play. C'est pas play, c'est rec. Et rec. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Juriste, la radio des étudiants juristes rennais. On est très heureux d'accueillir Valérie Tété, la grande gagnante du concours de plaidoirie des lycéens. C'était vendredi 25 janvier au Mémorial de Caen pour la 22e édition sur le thème des droits de l'homme. Et c'est toi, Valérie Tété, élève de terminale ES de Rennes, au lycée Chateaubriand, qui a remporté le concours avec une plaidoirie sur les enfants togolais accusés à tort de sorcellerie. Titre exact, nos enfants ne sont pas des sorciers. Bonjour Valérie. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien, ça va. Oui, ça va. Tu n'es pas très impressionné? Non, ça... Non, d'accord, très bien. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je suis très contente, c'est vraiment une bonne opportunité à chaque fois de venir parler de ma plaidoirie, de Creuset Togo, de l'ONG, etc. Donc je suis vraiment contente. Donc tu as gagné le concours. On va voir ce que tu as gagné. Il me semble que c'est un voyage, un petit spoil. Un petit voyage juste à New York, hein? Oui, c'est bien. À l'ONU? Oui, c'est bien. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien, c'est bien. J'étais contente. Alors Valérie, je te présente Basile Rousseau, qui lui a raté tous les concours de plaidoirie qu'il a entrepris à la fac de Rennes, mais même ailleurs, de façon générale, tous les concours. De façon générale, je suis pas concours. J'aime pas ça. Moi, je suis très esprit Pierre de Coubertin, je suis là pour participer, voilà, pas pour gagner. Bah, je pense que c'est hyper important en concours, parce que le concours auquel j'ai participé, clairement, si tu venais en te disant que tu allais gagner, que le but c'était juste le prix, tu allais juste le perdre. Le but là, c'est vraiment, tu as une cause que tu as envie de défendre et il faut vraiment avoir la mentalité de cette cause. Donc, toute mentalité de compétition. Et moi le problème, c'est que je n'ai aucune cause à défendre en fait. Donc, je ne gagne aucun concours. Basile et Valérie, tel un tabouret de guingois, cet entretien va reposer sur 3 pieds. Premier pied, Basile, écoute bien, présentation expérience du concours, bien sûr, de toi, donc Valérie, de motivation, tout ça. Deuxième point, le sujet traité. Bien sûr, on va parler aussi de l'ONG Creuset Togo. Et le troisième point, des conseils et des astuces pour réussir un concours de plaidoirie. Basile, t'es malade? Oui, je suis malade. Très bien, c'est tout de suite sèche. L'entretien de Valérie Tété sur Radio Juriste. Avec Valérie Tété et pas tête. Oui, Tété. Ni teuteux. Non plus. Tété. Oui, voilà. Voilà, ça s'écrit T-E-T-E. T-E-T-E, il y a 2 syllabes, c'est les mêmes. Bon, superstar ou pas? Non, même pas trop. Pas trop? Mon compte bancaire n'a pas vu l'évolution avec ce concours. Alors, justement, ce concours, il y avait 3 concours, pour ceux qui n'ont pas suivi. Il y avait le concours des jeunes lycéens, de lycéens, uniquement de terminale. Non. Même seconde? Ouais, de seconde, terminale, lycéen. Okay. Le concours des élèves avocats et le concours des avocats. Voilà. Et toi, tu es la grande gagnante de ce premier concours qui avait lieu le vendredi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Eh bien, Valérie Tété? Oui. J'arriverai pas. C'est pas grave. Eh bien, tu peux te présenter. Je souhaite une biographie. Une biographie. Voilà. Alors, moi, je m'appelle Valérie Tété. Voilà, je suis née au Togo. J'ai vécu 5 ans là-bas. Et ça fait faire depuis 12-13 ans que je suis en France maintenant. Je suis en terminale ES au lycée Chateaubriand. Je fais plein de choses dans ma vie. Je suis très chargée, voilà. C'est pour ça que j'ai mis énormément de temps aussi à me décider à participer à ce concours. Oui. Mais alors, pourquoi est-ce que j'ai participé? Ça a commencé à l'oral de français. Alors, j'ai fait mon oral devant un jury et puis j'allais partir, j'étais contente. Il m'a fait « Hé, toi !» Je me suis retournée. Il m'a dit « Est-ce que ça vous intéresserait de participer peut-être à un concours d'éloquence? Est-ce que vous en avez déjà fait ?» Donc j'ai répondu que non, mais ce jury avait semé quelque chose dans ma tête. Donc pendant les grandes vacances dernières, j'y pensais énormément. Et à la rentrée, je me suis dit pourquoi pas essayer quelque chose. Surtout que vu que l'année prochaine, je passerai en supérieur, je n'aurai peut-être plus d'occasion. Surtout que je ne compte pas faire du droit, de faire des concours comme ça de plaidoirie. Non. Et oui, je ne compte pas faire du droit. C'est ça? Ah mince. Et pourquoi? Et pourquoi? Je sais pas, parce que peut-être que j'ai aussi une image très
caricatural du droit, un peu cliché, mais je suis quelqu'un, j'aime beaucoup l'art, je fais du piano, je fais du dessin, j'aime beaucoup tout ce qui est très créatif et j'ai peur d'être limitée dans des études de droit. Et puis je suis vraiment plus intéressée par des études de sciences politiques, de sciences sociales, tout ce qui est sociologie, philosophie m'intéresse énormément. Donc voilà, je pense que je ne ferai pas de droit. C'est une réponse qui tient la route. Ça tient la route. Mais il y a une information qu'on n'a pas eue et qu'on veut tous avoir. Cette note au bac de français alors? Ah, j'ai eu 18. Bravo. Merci. Bravo. J'avais tout sourire. Basile, t'avais eu combien au bac de français? 18. Non. Wow. C'est vrai? Ouais, exactement. Ouais. Et à l'écrit? J'ai eu 12. Ah voilà, et Voilà. moi j'ai eu 14. Ah, Qu'est-ce qu'on fait? je sais pas. Et là, J'avais le seum. Hein. donc t'es au lycée en économie. Oui. L'on nous a dit que pour ce concours des lycéens, il n'y avait pas de place pour le public lambda. C'était que des lycéens dans la salle, c'est vrai? Ah bon? Non. Ah non, pas du tout. Basile, dis-nous, rassure-nous. Alors, contrairement au samedi et au dimanche qui étaient consacrés aux élèves avocats et aux avocats, le vendredi, on ne pouvait pas, c'était pas ouvert au public. Les gens qui assistaient au spectacle, j'allais dire, oui, c'est quand même un spectacle, au concours de plaidoirie, c'était donc soit les familles des participants, soit des lycées qui venaient assister, mais c'était déjà programmé en fait. Ok, je sais qu'il y a eu beaucoup de lycéens qui sont venus, mais bon, j'ai vu des personnes âgées qui... Ah, il y avait le le jury qui, quand même, il y avait le jury, votre jury, mais il y avait aussi des gens du jury qui étaient là le lendemain et le surlendemain. Ouais. Il y avait pas mal de personnel du musée, il y avait aussi peut-être. des journalistes, il y avait quand même, au final, il y avait beaucoup de monde qui était là, mais sur invitation, mais c'était pas ouvert au public, contrairement aux 2 autres journées. Ok. Alors, on a reçu lors d'une émission justement au Mémorial, Isabelle Bournier, directrice culturelle et pédagogique du Mémorial, et Gaël Balavoine, bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Caen, quand même. Et tout le monde était unanime, le concours des lycéens, cette année, était d'un niveau incroyable. Ah bon? Ouais, il a mis une claque. Ah bon. Ils nous ont tous parlé de ce concours-là, plus que des autres concours. L'émission est disponible sur la page, bien sûr, Radio Juriste, n'hésitez pas à liker tout ça. Et donc, ta plaidoirie à toi, elle a ému tout le monde. Je suis contente, j'étais émue aussi. Et oui, on peut voir ça. Clairement. Plaidoirie qui sera évidemment en description. Je vous invite tous à aller regarder cette plaidoirie. 8 minutes, c'était le timing demandé? Oui, on devait faire 8 minutes. Ouais. Concrètement, on a tous fait aux alentours, mais c'est rare qu'on fasse moins. Au début, ça peut vraiment paraître long, 8 minutes, mais à partir du moment où tu aimes parler beaucoup, tout seul, c'est vraiment pas beaucoup. 8 minutes, surtout quand tu as des choses à dire et que tu es en train de construire un discours, c'est vraiment pas trop un enjeu. La difficulté, c'était limite de ne pas trop dépasser ces 8 minutes et rester dedans. Ouais, donc là, on va parler un peu de la forme avant de parler du fond. Concernant la forme, ça s'est passé comment? Tu as rempli un formulaire, tu as envoyé ta plaidoirie par écrit mot pour mot, tu as envoyé une vidéo peut-être? Oui, en gros, cette année, en fait, au début, pour s'inscrire, il fallait le faire avec une petite vidéo de 1 minute max, où on devait faire un petit spin-off de notre plaidoirie, donner envie de la découvrir. Et comment dire que moi, en septembre, ma prof m'a donné un petit flyer pour participer à ce concours, mais de septembre à octobre, j'ai rien fait. Parce que je passais mon temps à hésiter, à me dire que, comme je vous l'avais dit au début, je suis responsable de 2 clubs au lycée, j'ai un emploi du temps très chargé, je prends des cours de cinéma, du piano et tout à côté. Et je passais mon temps à jeter ce flyer, à me dire j'aurais pas le temps. Et puis j'avais regardé quelques vidéos sur YouTube, j'avais été impressionnée, j'ai refermé mon ordi, je me suis dit on va passer à autre chose. Et c'est seulement en fait durant les vacances d'octobre que j'ai eu envie. Je me suis dit j'avais 2 semaines que je ne risquais rien, et en 1 semaine j'ai commencé à faire mes recherches sur l'ONG, à lire beaucoup de textes, notamment sur les accusations d'enfants pour sorcellerie. J'ai regardé des reportages et en quelques jours j'ai fait ma petite vidéo et je l'ai envoyée. Et avant, donc l'année dernière, les élèves envoyaient aussi un texte, ils n'envoyaient pas de vidéo. Sauf que je pense qu'ils se retrouvaient souvent avec le même type peut-être de candidat. Alors que là, vu qu'on envoie des vidéos, ils voient déjà la manière dont on l'a organisé, ils voient déjà la manière dont on se tient, comment on parle. Et peut-être que c'est ça qui leur a permis de choisir des profils un peu plus variés. Même moi, je l'ai remarqué cette année, il y avait de tout. Et c'est pour ça qu'on s'est aussi bien entendu, parce que ça venait de partout, il y avait plein de manières de voir les choses et c'était vraiment intéressant.
Avant de laisser la parole sur Basile et son émotion, puisque quand il a regardé la vidéo, il a pleuré quand même, hein, tu peux retenir tes larmes. Oui. Bon, retiens-toi Basile. Ça va. Tu n'as jamais fait de théâtre? Non, mais je pense que ça m'aurait plu beaucoup. Oui. Et voilà, j'ai que 17 ans, j'en ferai peut-être un jour. C'est vrai que c'était très théâtral ta plaidoirie. Alors je sais pas si les autres aussi... En tout cas, par rapport à celle que j'ai vue, donc des élèves avocats et des avocats, en fait, le fait que tu n'aies pas de pupitre, ça te laisse beaucoup plus de liberté, et c'était très théâtral. Oui, et puis ce qui a été vraiment bien, c'est que dès le début, au mémorial, ils nous ont bien fait comprendre. Moi, je les avais eus au téléphone qui cherchaient des candidats originaux. Voilà. Ils m'ont dit, à chaque fois, on a peut-être un peu le même type de candidat qui revient. Et moi, c'est ça qui m'a encouragée à participer. Parce que je pars du principe où je ne suis pas trop non plus dans le format pour faire ce genre de concours. Voilà. Donc, en me disant ça, je me suis dit, je peux me lâcher. C'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure. J'ai regardé aucun truc de discours d'avocat. J'ai regardé qu'une seule vidéo de l'année dernière. Mon but, c'était vraiment de faire mon truc toute seule dans ma chambre et de m'exprimer le plus possible. Parce qu'un truc que je pense, et je pense toujours fondamental, c'est que quand un discours touche quelqu'un, c'est que ce discours-là, il vient de ton cœur. Mais à partir du moment où tu commences à formater, à rentrer dans des normes, des règles un peu, tu perds un peu cette émotion parce qu'il n'y a plus ce côté brut. Et peut-être, moi, c'est ça qui... Ou alors, c'est ton métier et t'arrives justement à mentir et à toucher les gens alors que tu ne t'intéresses pas à la cause. C'est possible aussi. Moi, c'est ça que j'aimerais pas faire parce que après, suite à ce concours, on m'a souvent dit, oui, tu aimerais faire des études de droit, etc. Ou même être avocat. Mais moi, j'ai pas envie de faire des plaidoiries par métier. Je veux faire ça parce que un jour, je tombe sur une cause qui me parle. Je suis engagée dans quelque chose et là, je construis quelque chose. Mais faire ça par métier... Et ça t'intéresserait pas de devenir avocate en droit international et de travailler pour une ONG comme Creuset Togo par exemple? Qui sait, je pense que je suis encore très très jeune, je ne sais pas du tout ce que je vais faire l'année prochaine, mais c'est sûr que c'est des choses qui me parleraient. Mais pour l'instant, j'ai envie de développer d'autres aspects de ma personnalité. Mais c'est un droit, c'est un droit de pas faire du droit. Après nous voilà, on préfère les gens qui font du droit ici. Oui, ok, bon du coup, je m'en vais. Disons qu'on ne respecte que les gens qui font du droit, mais c'est comme ça, voilà. Là, j'ai refait un peu de droit. Des textes, etc. Oui, j'ai vu ça. Ce qui m'a beaucoup plu dans ta plaidoirie, c'était le côté discursif. C'est-à-dire que tu as vraiment raconté une histoire. Et quand on l'a regardé, parce qu'on était plusieurs autour de l'écran, on n'entendait pas une mouche voler, quoi. On était clairement mais pris par l'histoire que tu nous racontais, et c'est je pense, ça dont tu parles, c'est-à-dire que tu n'as pas forcément formaté, tu ne sais pas comment, Basile, s'appelle le début d'une plaidoirie? Une péroraison. Tu ne savais pas que tu faisais une péroraison au début, par exemple? J'ai quand même lu le livre, le discours, non, la parole est un sport de combat, donc ça m'a quand même donné quelques bases, oui. Mais au début, non, moi je voulais juste, capter l'attention. Et puis ce qui était intéressant, c'est que je parlais d'un enfant, je parlais d'une culture africaine. Et moi, je sais, mes parents m'en parlent souvent, en Afrique, on raconte énormément des histoires. Donc c'était très important pour moi de créer cette atmosphère aussi dans ma plaidoirie. J'étais en train, comme on raconte des histoires autour du feu, l'époque de mon papa, en train de raconter une histoire aux gens. Et c'est comme ça que moi, je l'ai découvert, l'histoire de Sylvain. Je suis juste tombée dessus. T'es juste tombé dessus. Voilà, je suis juste tombée dessus sur le site de l'ONG Creuset Togo. Oui. Et c'est comme ça que j'ai découvert son histoire aussi. Alors, cette histoire, est-ce que tu peux nous la rappeler pour toutes les personnes qui ont eu... Qui n'ont pas vu la plaidoirie. Qui n'ont pas vu, tu te rends compte? Non. Oh là là. C'est vraiment pour eux. Et qui vont de ce pas courir à la regarder. Juste un petit teasing de cette histoire que tu nous racontes par rapport à Sylvain. Je raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Sylvain, qui vivait dans un village au nord du Togo. Et Sylvain vit dans une grande famille. Je raconte qu'il avait 12 frères et sœurs. Et son père a 3 épouses. Et en fait, Sylvain est un enfant qu'on aurait qualifié en France de surdoué. Il faut comprendre que généralement, les enfants accusés de sorcellerie peuvent être des enfants handicapés, albinos, autistes, etc. Mais il y a également aussi beaucoup d'enfants surdoués. Et leur clairvoyance et leur intelligence peut être vue après comme une menace par la famille. Le père de Sylvain meurt, en fait, tout simplement, de maladie. Je ne sais pas trop, c'est pas précisé. Une maladie foudroyante, en tout cas. Oui, en tout cas, il est mort vraiment subitement. Et en fait, les 2 autres coépouses, parce qu'il y avait déjà des rumeurs qui tournaient autour de la mère de Sylvain, vont voir un marabout. Parce que c'est ça que j'ai pas compris. Il avait 3 épouses? Il avait 3 épouses.
D'accord. Voilà. Et la polygamie, c'est... Ah oui, en fait, on est vraiment dans les villages reculés au Togo. D'accord. Par exemple, vous allez à Lomé, vous trouverez moins ça. Mais on va pas se mentir, la polygamie est encore très répandue en Afrique. Et c'est ça aussi qui fragilise la structure de la famille. Parce que, bah voilà, quand un homme a 3, 4, 5, 6 épouses, bah c'est sûr qu'il y a énormément de tensions, de conflits, et que les différents enfants des épouses ne s'apprécient pas entre eux, en fait. Et je suppose que c'est une polygamie unilatérale, dans le sens où une femme ne peut pas avoir plusieurs maris. Mais non. Oui, bon, voilà. Vas-y, non. Oui. Alors, Sylvain, il a 7 ans au début de l'histoire, c'est Il ça? a 7 ans au début de l'histoire. Et donc, ils vont voir l'équivalent d'un chaman, c'est ça? Oui. Un sorcier? Ouais. Un exorciste? Mais ce qui est assez incroyable, c'est que ce marabout, du coup, puisque c'est ça le terme, un marabout, lui, il va accuser, alors que c'est un sorcier, des gens de sorcellerie. C'est ça que je ne comprends pas. Mais non, parce qu'en fait, le marabout n'a pas la même position dans le village. Il y a plusieurs types. En fait, un exemple qui peut sembler très cohérent. En fait, en Afrique, il y a des gens qui peuvent aller à l'église et puis aller voir un marabout le soir. En fait, ça veut dire que la spiritualité est tellement présente dans les sociétés que c'est des choses qui peuvent tout à fait aller en parallèle. Et donc, il y a différentes dimensions dans la sorcellerie. Il y a des gens qui vont aller voir un marabout pour causer quelque chose qui va leur faire vivre à eux. Mais Sylvain, lui, est accusé d'une sorcellerie qui a causé la mort de son père. D'où cette diable, en fait. Voilà, d'où cette dimension encore plus dangereuse, encore plus maléfique. Et donc, le marabout, qui peut être vu, je sais pas, comme le sorcier du village ou le grand sage, je sais pas, mais c'est lui qui a cette position qui peut accuser l'enfant. La preuve, les enfants qui sont accusés sont généralement confiés à des marabouts, parce que le marabout est celui qui peut enlever la substance sorcellaire du corps de l'enfant. Vous voyez, donc il y a vraiment une dimension très délicate dans tout ça, où ces personnages, Creuset Togo les appelle des charlatans, clairement, ont ce rôle un peu de délivrance, mais en même temps, eux aussi, ils ont ce côté, c'est des sorciers, en même temps. Alors, la suite de l'histoire. Oui, du coup... Oui. Alors, Sylvain se retrouve accusé, tout simplement. Donc, il s'ensuit beaucoup d'événements dans son village. Sa mère va décider de s'enfuir avec son dernier enfant et va laisser Sylvain tout seul derrière et le confier, en fait, à sa belle famille. Parce que concrètement, il ne reste plus son père, il ne reste plus que les 2 épouses de sa mère. À partir de ce moment-là, Sylvain va être aussi confié à un marabout. Mais alors parce qu'on est en droit quand même ici. Hein. Oui. On va dire qu'on est en droit aujourd'hui. Okay. Alors j'imagine bien que dans ta plaidoirie, tu ne pouvais pas être aussi précise, mais là on a le temps. Quand tu dis, donc Sylvain était accusé, par exemple, de sorcellerie. Concrètement, comment ça se passe? C'est une accusation, on va dire, des habitants du village entre eux qui se montent le bourrichon et qui commencent à dire oui, monter le bourrichon, je l'ai vu. Et qui commencent à... c'est des rumeurs qui commencent à être entendues, ou concrètement, il y a une plainte qui est déposée dans un commissariat qui dit... voilà, parce qu'après tu dis il a été confié par l'État, ou en fait tout ça c'est un petit peu en dehors du cadre juridique. Clairement. Là, le cadre juridique au Togo, il n'est pas non plus très présent. Alors imaginez, dans un village au nord reculé, il est pas là. C'est complètement l'anarchie. Voilà, c'est vraiment... voilà, c'est le village, c'est le village, en fait, la c'est communauté, celui qui parle le plus fort qui va décider. Après, moi, je basais mon histoire sur les informations que j'ai recueillies de l'ONG, mais je peux tout à fait imaginer que les accusations, comme vous le disiez tout à l'heure, voilà, c'est entre les membres du village. Et ce qui est vraiment hyper important à comprendre, c'est qu'on rigole pas avec ces accusations. C'est pas comme en France où vous allez avoir un voisin un peu bizarre et dire il est un peu chelou, lui, c'est un fou. Non, quand on accuse quelqu'un en Afrique de sorcellerie, c'est très grave. Au Togo, on peut être arrêté et mis en prison. C'est un peu comme en France, mais il y a voilà, c'est quelque chose de très sérieux, de vraiment qui peut avoir de l'impact et puis qui peut conduire à une condamnation ou à la mort. Généralement, c'est très comme ça. Donc quand il est encore plus redirigé vers un enfant, c'est encore plus triste parce que l'enfant n'aura pas les moyens, n'aura pas les outils pour se défendre, dans ta plaidoirie, tout simplement. Voilà. Oui, parce que le petit, il a 7 ans, et après, on le retrouve à la fin, donc en CM2, le passage de CM2 à la 6e, et il a réussi à avoir la mention très bien. Voilà, c'est parce qu'il a été recueilli par l'ONG. Mais en fait, il a passé donc beaucoup de temps chez ce marabout. Il me semble que c'est quelqu'un de son entourage qui a vu ces conditions dans ce marabout, qui a prévenu l'ONG Creuset Togo. Et là, on voit à quel point leur travail est important, parce qu'ils mènent aussi un travail de sensibilisation.
comme tout est une question d'éducation. En fait, quand on apprend aux gens qu'un enfant surdoué n'a pas forcément un démon en lui, ou quand on sensibilise les enfants à la protection... Quand on sensibilise les gens à la protection des enfants, etc., eux aussi, quand ils voient des choses autour d'eux, ils vont prévenir généralement les enfants que l'ONG recueille. Et pour moi, ça a vraiment de l'importance pour qu'on ne voit pas tout en noir. C'est des gens du village eux-mêmes ou des gens aux alentours qui voient la situation de l'enfant et qui vont alerter les membres des ONG. Très bien. Basile, s'il te plaît, on va arrêter de se monter le bourrichon et on va parler un petit peu de cette ONG Creuset Togo. Alors c'est vrai que tu la prononces plusieurs fois oui. dans la plaidoirie. Qu'est-ce que c'est? C'est une ONG togolaise. Alors pourquoi est-ce que je la prononce plusieurs fois? Il faut comprendre que quand j'ai eu envie de faire cette plaidoirie, moi je trouve que ce genre de concours, ça peut très vite tomber dans un certain fatalisme où pendant toute une journée, plein de gens passent sur des causes hyper tristes et limite à la fin c'est le monde est nul, allons nous asseoir. Au bout de 3 jours, je peux dire qu'on est là, on se dit bon. Tu vois, et moi j'avais vraiment pas envie de quelque chose comme ça, surtout que si le but c'était de m'exprimer et de révéler ma personnalité, je suis quand même très... positive. Ouais, j'aime beaucoup ça, je trouve que c'est très bien à 17 ans, d'être positif. Si à 17 ans je suis déjà fataliste, pour moi c'est un peu nul, j'ai déjà perdu. Je serais fataliste quand j'aurai 90 ans et que j'aurai tout vécu et que je trouverais que le monde n'a pas d'intérêt. Pour l'instant c'est hyper important pour moi d'être positif, d'être un peu idéaliste. C'est pour ça que quand je voulais parler de la cause des enfants accusés de sorcellerie, il était hyper important pour moi de parler également d'une solution. Parce que je voyais pas l'intérêt de ma plaidoirie si je n'exposais aucune solution au bout, en fait, tout simplement. Pardon, je vais tousser de plus en plus, j'ai une toux sèche qui se met en place. Désolé. Et depuis depuis le début de l'émission, parce qu'avant tu ne toussais pas. La provocation. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc tu es très très imprégné de cette cause, à tel point que tu veux nous parler peut-être d'un litchi qui est mis en place. Alors du coup, j'ai découvert cette ONG à travers mon travail parce que je voulais montrer à quel point eux, ils apportaient concrètement une solution, vu qu'ils prennent en charge ces enfants, leur apportent des soins et permettent de les réinsérer dans la société togolaise, dans l'éducation, etc. Et j'ai été touchée par leur travail concrètement. Sauf que, que l'ONG Creuset Togo a très très peu de visibilité, même au Togo. Ils n'ont pas beaucoup de soutien. On parle ici d'enfants accusés de sorcellerie. On n'est plus seulement sur un contexte économique. Il ne suffit pas juste de venir donner un peu d'argent, construire des maisons pour que tout le monde soit content. On touche des critères très sensibles qui sont la croyance en fait. Donc ces enfants font peur et même des grosses ONG comme l'UNICEF tout simplement ne s'occupe pas de ces enfants. Par exemple, j'avais demandé à Creuset Togo, est-ce que vous avez des partenaires au niveau de l'UNICEF, et ils n'en ont pas. Vous voyez vraiment à quel point ce type d'enfants sont vraiment très sensibles, parce que c'est très difficile de prendre une position pour eux, franchement. Et Creuset Togo est clairement la seule ONG actuellement, à part s'il y en a une autre que je ne connaisserai pas, qui prend vraiment ouvertement ces enfants à charge. Et c'est pour ça que moi j'ai eu envie de les encourager, de m'engager avec eux, parce qu'en France, quand je vous parle de ça, vous trouvez ça aberrant, vous trouvez que c'est pas normal, mais quand on est au Togo, sur le terrain, le combat est vraiment beaucoup plus difficile en fait. De toute façon, oui, sur le terrain, c'est toujours une autre réalité à laquelle on est confronté. On peut faire un don via une cagnotte litchi du coup, qu'on partagera. Et l'argent, est-ce que tu sais de quelle manière il sera utilisé? Alors, il y a plusieurs manières de... Cette cagnotte, c'est hyper important de bien comprendre comment on va procéder. En fait, cet été, mes parents auraient aimé aller au Togo. Mes parents vont aller. Et suite à la plaidoirie, j'avais vraiment à cœur, moi aussi, de m'y rendre. Sauf que concrètement, actuellement, je n'ai pas non plus les finances. Et ce qu'on aimerait faire, c'est pouvoir de base organiser cette collecte donc pour l'ONG. Cette collecte serait de base destinée pour les soins des enfants. Chaque semaine, chaque mois, ils recueillent des enfants qui arrivent généralement mutilés parce qu'ils ont été accusés, battus, torturés par leur famille. Mis dans des cages, comme tu disais. Dans des cages, fouettés, tout ce que vous voulez. De toute façon, l'enfant en Afrique, il en a pour tout ce qu'il veut. Et donc cet argent serait principalement destiné pour les soins. Mais l'ONG après peut l'utiliser pour la rentrée qui va arriver, pour s'occuper des enfants. Le soin d'un enfant par jour, c'est 1,50 €. Par mois, c'est 31 €. Mais ce qu'on aimerait aussi avec mes parents, vu qu'actuellement je n'ai pas non plus les moyens d'aller les rencontrer, c'est si les dons qu'on recueille sont assez
suffisant pour l'ONG. On espère qu'il pourrait me permettre également de m'acheter un billet pour qu'en juillet, je puisse aller là-bas, rencontrer enfin ces enfants dont je parle, rencontrer enfin l'équipe et voir de mes propres yeux en fait la situation au Togo, voir le centre Kandia et voir l'ONG. Mais en fait, c'est une histoire qui débute pour toi, clairement. Là où d'autres candidats, en fait, c'est peut-être une page qui se termine, ils ont choisi une cause qui leur tenait forcément à cœur, mais que peut-être que c'est fini pour certains. Je sais pas. Oui, c'était avant même le jeudi avant la finale. Je sais que ce qui me faisait pas peur, moi, ce n'était pas non plus de perdre en soi. On perd jamais quand on arrive dans les 16 finalistes d'un concours aussi gros. Mais ce qui m'aurait vraiment rendu triste, surtout la semaine d'après, j'avais le bac blanc. C'était juste de fermer ça et puis de retourner à ma vie. Parce que en travaillant sur une plaidoirie, j'ai mis tellement mon cœur dedans, j'ai vraiment eu envie et j'ai vraiment eu la sensation que même à mon niveau de jeune, j'avais la possibilité peut-être de changer quelques petites choses et peut-être de mettre en avant des gens qui le méritaient clairement. Et ce qui m'aurait vraiment rendu très triste, c'est de m'arrêter là. Parce que moi, j'ai vraiment à cœur ça. Pour la première fois de ma vie, et ça... je ne l'ai jamais ressenti à l'école, même si je m'en sors bien dans les études. J'ai vraiment senti que je faisais quelque chose qui me plaisait réellement et qui me permettait de m'exprimer vraiment comme qui j'étais. Pas juste comme une élève de terminale, pas juste comme je sais pas qui dans la rue, mais vraiment comme Valérie Tété. Je parlais de mon propre cœur et j'avais vraiment envie de continuer. Donc tu as tout à fait raison, c'est vraiment le début de quelque chose pour moi. Ok, impeccable. Basile. Tu veux qu'on parle un petit peu de conseils et astuces pour réussir un concours ? Ah, j'allais continuer à parler, moi, du coup, du sujet principal. Du sujet principal. Je fais depuis tout à l'heure, on m'entend pas parce que je fais quelques recherches en même temps. Il est fort. Le juriste. Non, le juriste. Et tu tousses, mais c'est... Et je tousse. Et je tousse. Alors, déjà, je tenais à dire quelques petites choses. C'est que... alors, je fais quelques recherches. Moi, je ne connais pas le sujet autant que toi. Et puis ça se trouve, j'ai pris l'info, ça se trouve il y a des infos fausses, des infos vraies. Je vois qu'il y a quand même pas mal d'ONG et d'organisations qui essayent de lutter contre la maltraitance des enfants, mais aussi la pauvreté, la famine, des choses comme ça au Togo. On a donc l'UNICEF quand même qui est là, Plan Togo, des ONG nationales et même des entreprises privées ou encore des institutions comme Terre des Hommes, des choses comme ça qui essayent de faire leur maximum. Je pense que moi, mon avis sur la question, c'est que, parce que tu disais que Creuser Togo, c'était la seule ONG qui prenait vraiment en charge des enfants. Ouvertement, en fait. Ouvertement, c'est leur première dans la liste des enfants en fait, qui prennent en charge. Comme vous l'avez dit, il y a des enfants de rue, des enfants victimes de violences, mais en premier lieu, c'est des enfants accusés de sorcellerie. Et c'est là la particularité de Creuser Togo par rapport à ces ONG et ces associations dont tu m'as parlé. Tu vois. Et c'est donc très important. Et je pense que le combat est double, c'est-à-dire qu'il y a le combat de terrain où vraiment, l'enfant, on va dire, a posteriori, après la maltraitance, il a besoin d'aide complètement, il a besoin d'un centre où on s'occupe de lui. Et là, c'est très important. Et il y a aussi les assos et les ONG qui vont combattre en amont, on va dire, la maltraitance. Et là, c'est plus politique, selon moi. Et le problème avec des pays où la pauvreté amène énormément de problèmes, notamment des croyances comme ça, qui sont pour nous complètement stupides. Croire qu'un enfant c'est délicat. Voilà, est possédé par Satan, ou je sais pas, ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai que là-bas, c'est plutôt logique, c'est encore malheureusement logique. Et donc je pense que le combat est double, et c'est intéressant que tu parles d'une asso, parce que moi personnellement je la connaissais pas, alors que UNICEF, tout le monde connaît. Et c'est intéressant que tu mettes comme ça en avant une asso qui se bat vraiment sur le terrain. Voilà, en fait. Et un asso composé de Togolais. En plus, vous savez, quand on est en France, les grandes ONG, etc., c'est toujours des choses qui ont été fondées en Europe, etc. Ouais. Mais pour moi, c'est aussi hyper valorisant et important de montrer que en Afrique, c'est pas juste des gens qui sont pauvres et qui attendent l'aide de l'extérieur. Non, il y a des Togolais eux-mêmes en fait qui se sont levés et c'est limite eux qui font un travail encore plus efficace parce qu'il y a cette connaissance du terrain. Et là où nous, extérieurs, on peut avoir un regard très manichéen, très jugement et juste dire oh là là c'est n'importe quoi. Là au moins quand on a été éduqué dans la culture, quand on vit dans le pays, on peut comprendre qu'est-ce qui pousse une famille à accuser un enfant de sorcellerie. C'est hyper important de vraiment faire tout dans la nuance parce que les gens ne font jamais rien par hasard. Si ces accusations sont là,
C'est parce qu'il y a des facteurs, c'est parce qu'il y a un contexte. Et pour pouvoir délier tout ça, pour pouvoir corriger tout ça, il faut arriver à comprendre. Et pour comprendre, quoi de mieux que d'avoir été éduqué dans la société togolaise, de connaître les Togolais, et d'avoir vraiment ce regard neutre pour expliquer aux familles, aux proches, la nécessité en fait de prendre soin de ces enfants et de les protéger tout simplement. Et alors justement, le gouvernement tente aussi, ils font pas rien du tout, faut pas non plus... c'est compliqué pour eux, ils expliquent, là, moi je suis tombé sur une interview de la directrice en fait d'un programme du gouvernement togolais qui vient en aide aux enfants maltraités, qui est un programme de protection des enfants. Et qui dit que il y a des choses qui sont faites, qui ont été mises en place, il y a une base de données, parce qu'il y a un gros problème au Togo, c'est que les naissances ne sont pas toutes enregistrées. Voilà. Donc à partir du moment où on n'est pas enregistré, c'est très compliqué d'avoir de l'aide de l'État. Donc il y a ça, ce premier problème qui essaye d'être résolu. Et puis donc il y a un numéro d'urgence qui a été mis, une ligne verte en place, qui est le Allo 1011, je sais pas, 1011, je sais pas comment on prononce. Il y a des choses qui essayent d'être mises en place, mais elle dit bien qu'il y a des zones du Togo qui sont très compliquées à aider, quoi. Et c'est notamment dans ces zones-là, d'ailleurs, qu'on va retrouver des histoires de sorcellerie ou des choses comme ça. Voilà. Et puis, je finis juste, deuxième point, je tenais à dire quand même quelque chose, je trouve, de très intéressant, c'est que en France aussi, il y a des accusations de sorcellerie. Alors, évidemment, on va dire que la justice française, peut-être que c'est un peu mieux ficelé, donc du coup ça tombe vite à l'eau. Un juge français va tout de suite dire non, c'est débile, on va même pas jusqu'en justice, mais là j'ai tapé exorcisme Rennes, il y a de l'exorcisme à Rennes, il y en a à Saint-Malo, il y en a autour de nous, et c'est assez intéressant parce que c'est payant. Donc il y a un marché aussi, clairement. Et il faut s'en rendre compte que c'est... s'il y a ça en France... c'est juste caché en France. C'est ça. La spiritualité, elle est là partout. Sauf que comment dire qu'en Afrique, c'est quelque chose de lambda. C'est quelque chose... J'avais lu l'étude anthropologique. C'était un report qui avait été fait par l'UNICEF, il me semble. C'était un gros document très intéressant sur l'anthropologie et la sorcellerie. En Afrique notamment, et il disait que en Afrique tu peux entendre des gens parler au bord de la rue et dire ouais un tel s'est transformé en oiseau, et c'est hyper important dans ce genre de thème de vraiment laisser tomber tout ce que vous croyez vrai. Il n'y a plus rien. Vous allez vraiment dans des pays, dans des cultures où c'est la réalité. Il y a plusieurs réalités. Il y a la réalité où quelqu'un marche dans la rue, il prend le bus, et il y a aussi toute la réalité spirituelle. Et c'est une réalité. On n'est plus sur juste une croyance. Il faut vraiment comprendre que là, vu que c'est tellement imprégné, on devient une réalité. En France, ça existe aussi. Il y a plein de choses comme ça, parce que la France est un mélange de cultures. Mais c'est juste qu'en France, c'est plus caché. C'est pour ça que ça va se faire de manière un peu plus discrète. Mais en Afrique, il y a de nombreuses églises de réveil, avec certains pasteurs corrompus, qui... aussi proposent leurs services pour exorciser les personnes en échange de grandes sommes d'argent, etc. Il y a tout un commerce qui se développe. Oui, et puis en France, ce commerce est interdit. Oui. Voilà. Donc c'est différent. Puis c'est un pays qui... Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui est quand même censé être laïque. Oui. Il y a beaucoup de choses qui font que demain, ça peut arriver, mais ça sera caché. Donc, et si on le découvre, ça sera interdit et condamné. La même dimension. Mais un enfant en France ne sera pas maltraité pour des accusations aussi... Voilà. D'où aussi pourquoi ma plaidoirie en France peut toucher et interpeller des gens. Je me dis que cette plaidoirie, je l'aurais peut-être fait au Togo. Je ne sais pas quel retour j'aurais eu, parce que... Il y a quand même des gens qui pensent... Ça aurait été courageux, je pense. Oui, de toute façon, je sais, j'ai déjà eu quelques retours de comment elle a été reçue là-bas. Mais il y a des gens qui pourraient me dire, mais non, en fait, ces enfants, c'est vraiment des sorciers et ils méritent ce qui leur arrive. Tu as eu des retours, du coup, négatifs ? C'est pas vraiment négatif. Je pense qu'il y a vraiment une... C'est pas une menace, quoi. Ah non. Mais parce que ce qui est important de préciser, c'est que moi je ne suis pas en train de faire de la politique. Ça deviendrait beaucoup plus dangereux pour moi si je commençais à faire de la politique et je commencerais à remettre un État en cause. Là j'ai 17 ans, je ne connais pas grand chose, je pense que je suis très mal placée pour remettre l'État en cause. Moi j'ai vu une situation et j'ai fait une plaidoirie sur cette situation. Mais c'est sûr que j'imagine clairement dans le contexte politique et économique togolais, et même juste dans le contexte social, si ces accusations existent, c'est bien parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que j'ai dit, simplement. Sinon, elles n'existeraient pas.
C'est sûr. Bon, ben c'est très bien. Fin de l'épisode sur ta plaidoirie, enfin sur le fond. On va maintenant on va revenir sur la forme pour finir, et donc des conseils, des astuces pour réussir une plaidoirie. Qui est-ce que tu invites à faire cette plaidoirie? La question est très très mal tournée, je vais la reformuler. Oui, parce que j'ai pas compris. À qui s'adresse ce concours de plaidoirie? Alors, à qui s'adresse? Selon toi? À quel genre d'étudiant?